Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question qui sont les 40 ans de guerre au Moyen-Orient. Quelle est la logique de Beyrouth à Damas? Quel était le titre de la conférence, nous incitant à remettre dans une perspective historique et notamment de ce développement des conflits confessionnels après la fin de la guerre froide, et pour lequel nous sommes très heureux d'accueillir Pierre Vermeyren, qui, vous le savez, est professeur d'histoire contemporaine à Paris 1 dans notre université. Il est aussi directeur des études du master Afrique Moyen-Orient, co-directeur de la collection Bibliothèque historique des pays de l'islam. Il est évidemment, vous le savez, un spécialiste du monde arabe et nord-africain. Et on lui doit de nombreux ouvrages, dont récemment ou plus récemment le choc des décolonisations de la guerre d'Algérie au printemps arabe, qui vient de paraître chez Odile Jacob. Pour discuter avec lui comme intervenant, pour apporter la contradiction, ou au contraire pour abonder dans son sens, Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités, fondateur et président de l'IREMO, fondateur et directeur de la revue Confluence Méditerranée, ancien vice-président du Conseil national des universités, lui aussi auteur de très nombreux ouvrages, et je ne peux pas les citer tous. Je rappellerai 2008, quelques idées simples sur l'Orient compliqué. C'est aussi, je dirais, ce à quoi s'attachent les travaux de la chaire depuis le début de l'année. Et puis deux atlas récents qui ont été consacrés au Moyen-Orient et à la question palestinienne, parus chez Autrement. Toujours le même principe, 45 minutes de conférence, et puis ensuite donc cette discussion, et puis enfin les questions à la salle. Et vous le savez, toujours en priorité, les étudiants qui sont inscrits dans les cycles de master et de Paris 1 et dans les cycles de master justement pluridisciplinaires consacrés aux grands enjeux stratégiques. Pierre Vermeyren, je vous passe la parole. Et j'ai testé le micro, il marche, ce qui n'est pas toujours le cas. Fort bien. Trop bien. Trop bien. C'est bon? Bien. Je vous remercie beaucoup de la confiance que vous m'avez accordée pour entretenir ce très vaste public. J'ai déjà vu cet amphithéâtre beaucoup moins plein. Donc merci à Louis Gauthier et à Jean-Paul Chagnolot pour avoir prêté main forte à ce travail. Vous avez vu que Jean-Paul Chagnolot, à travers son ouvrage sur quelques idées simples pour parler du Moyen-Orient, a anticipé cette conférence. Le titre que j'ai choisi, donc, c'est à la fois très ambitieux et en même temps c'est une volonté d'entrer dans cette situation non pas indescriptible mais extrêmement complexe que présente la scène moyen-orientale depuis plusieurs décennies maintenant. Donc le titre de Beyrouth à Damas, 40 ans de guerre au Moyen-Orient, quelle logique? Donc évidemment, restons modestes. Il y a un site informatique très bien fait, Internet très bien fait, qui s'appelle Les Clés du Moyen-Orient. On va essayer d'en donner quelques-unes et de présenter quelques hypothèses, parce que l'histoire nous a appris dans cette région qu'elle est souvent parfaitement, non seulement complexe, mais facétieuse. Alors, la phase antérieure, la phase historique, la séquence historique antérieure qui précède ces 40 années de guerre qui ont commencé avec la guerre du Liban en 1975, la séquence antérieure était une séquence dominée par un certain nombre de phénomènes politiques, à commencer par la décolonisation et la création d'Israël, par le nasserisme, la révolution nassérienne et la crise de Suez, par les guerres israélo-arabes qui s'en sont suivies, et d'une manière générale par le contexte international de la guerre froide. Cette époque, des années 50 jusqu'au début des années 70, était la période de la guerre froide, mais aussi de l'apogée du nationalisme arabe sous domination nassérienne, en particulier entre 1954 et 1967, avec des répercussions sur l'ensemble du monde arabe jusqu'au Maghreb. 67 constitue évidemment un tournant majeur, puisque 67, non seulement c'est une défaite arabe, mais c'est l'entrée dans la crise du nationalisme arabe, notamment du nationalisme nassérien, même si, pour quelque temps encore, le baasisme
arrivé très fraîchement au pouvoir à Damas comme à Bagdad en 1963, maintient le flambeau du nationalisme arabe, tout comme l'OLP, récemment créée en 1964, qui reprend elle aussi une parcelle de ce nationalisme arabe. Et ces partis États, dans le cas du Baas notamment, ne manquent pas de trouver des appuis au Moyen-Orient, et notamment l'appui d'une toute récente organisation, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui va appuyer l'action du nationalisme arabe, notamment à l'occasion de la guerre de 1973. Mais cette guerre de 1973, elle n'est pas une nouvelle étape dans le nationalisme arabe qui continue d'être sur le déclin, puisque 1973, c'est une guerre en quelque sorte par laquelle les Égyptiens vont trouver une voie de sortie du conflit israélo-arabe et vont progressivement, en quelques années, c'est l'œuvre ou le travail de Sadat, vont faire sortir leur pays du conflit avec Israël. Dans les dernières années qui précèdent le début de la guerre du Liban, il y a aussi un événement sur lequel je vais revenir, c'est le fameux 12 septembre 1970, septembre noir en Jordanie, qui va entraîner en quelque sorte une purge par les autorités jordaniennes et par les services de sécurité jordaniens des activistes et des fédayines de l'OLP qui vont les transférer vers le Liban, et ce qui va constituer bien sûr une cause directe de la nouvelle crise qui va naître et qui va devenir la guerre civile libanaise des années 70-80. Mais on perçoit à travers cette origine que cette guerre civile, elle a aussi des origines internationales. Alors la guerre civile libanaise donc commence le 13 avril 1975 au Liban avec un choc entre des militants de l'OLP et des militants Kataeb du Liban. Et on peut dire qu'à partir de cette année 75, et évidemment on ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais on s'en rend compte avec des décennies de recul, à partir de cette année 75, et pour des décennies s'installe une guerre tournante dans la région du Moyen-Orient. Et ça fait 40 ans que le Moyen-Orient est en guerre, enfin plus exactement 41 ans, puisque nous sommes en 2016. Tout type de guerre civile, guerre froide, comme le fut encore à un certain moment la guerre du Liban, guerre internationale sans aucun doute, guerre idéologique, guerre confessionnelle bientôt, guerre entre États, interétatiques, guerre terroriste, guerre identitaire, etc. Voilà, donc comment se repérer dans ce maquis de guerre, comment y voir clair, quels enchaînements peut-on éventuellement mettre en œuvre, quel fil tirer pour donner un sens à cette histoire à rebondissement, à tragique rebondissement. Est-ce qu'il y a une forme de progression logique ou est-ce qu'on est plutôt en phase de régression ? Est-ce qu'on peut trouver des lignes de force ou bien est-ce que c'est une anomie, une sorte de chaos généralisé dans lequel tout d'un coup éclate un conflit ? Bon, je ne prétends pas bien sûr répondre à toutes ces questions, mais j'essaierai de présenter quelques lignes de force à l'œuvre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Proche-Orient, c'est à la fois la scène de théâtre, une scène de théâtre politique, dans lequel se déroulent de nombreuses guerres qui essaiment pratiquement du Sinaï jusqu'à l'Afghanistan, avec un épicentre autour de la Palestine et du Liban, et plus largement de l'ancienne grande Syrie ottomane, dans laquelle on trouve l'actuelle Syrie et l'actuel Irak notamment, avec des foyers secondaires très éloignés pour certains, l'Afghanistan est très éloigné, ou le Yémen au sud de la péninsule arabique, qui est aussi, on le voit actuellement avec la guerre qui s'y déroule, une sorte de sous-conflit secondaire de cette guerre qui se déroule au Moyen-Orient. Donc, une scène sur laquelle se déroulent de multiples guerres, et donc au fond, dans son ensemble, ce Moyen-Orient forme un théâtre de la guerre, une guerre qui a une certaine unité, qui a une certaine continuité, une unité de temps, de lieu, d'action. Qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience peut-être de ce phénomène ? C'est la lecture cette année
d'une thèse qui a été récemment soutenue ici, à Paris 1, une thèse soutenue par une étudiante libanaise qui s'appelle Dima de Klerk et qui a travaillé, alors elle, c'est vraiment une thèse sur la guerre du Liban et les relations entre les Druzes et les chrétiens libanais, notamment dans la région du Chouf, la montagne libanaise. Et en analysant sur la longue durée, et pratiquement jusqu'à nos jours, cette guerre, me sont apparues un certain nombre d'idées et de lignes de force et de continuité que je vais essayer de restaurer devant vous, en vous présentant donc cette proposition d'intelligibilité de ces conflits. Alors je vais, puisqu'on est à la Sorbonne, faire un exposé très classique en 3 parties, en commençant donc par évoquer cette guerre du Liban. La guerre du Liban de 1975 à 1990, qui n'apparaît pas forcément comme quelque chose de central parce que c'est une guerre civile dans un tout petit pays, d'une région particulière de la Méditerranée, sur un pays qui est grand comme quelques départements français. Donc ça n'apparaît pas comme un enjeu majeur, même a posteriori. Néanmoins, je pense que cette guerre, qui s'est déroulée entre 1975 et 1990, c'est à la fois une des dernières guerres de la guerre froide, et en même temps c'est une guerre de sortie de la guerre froide qui va nous introduire dans les conflits, notamment confessionnels, auxquels on assiste aujourd'hui. Alors c'est d'abord, donc je le disais, un théâtre secondaire de la guerre froide et de sortie du conflit israélo-arabe. Alors quand je dis israélo-arabe, évidemment, je ne dis pas israélo-palestinien. Cette guerre donc commence par une séquence assez brève qu'on a appelée la guerre des 2 ans, 1975-1976, qui se déroule essentiellement entre les phalanges et les Palestiniens de l'OLP, bien sûr, avec leurs alliés, notamment du PSP, le Parti socialiste, qui a une composante confessionnelle multiple, mais qui est clairement un parti de gauche, la gauche arabe, la gauche nationaliste arabe, qui s'oppose donc aux phalanges réputées plutôt conservatrices, plutôt chrétiennes, elles sont tout à fait chrétiennes d'ailleurs, mais disons, si on place ce conflit, cette dualité sur le plan de la guerre froide, ça donne quelque chose de très cohérent avec un parti pro-occidental et un parti plutôt pro-soviétique, mais en tout cas dans le camp anti-impérialiste. Cette guerre des 2 ans, qui se déroule donc en 75-76, elle aboutit d'abord... Alors, elle est d'abord une conséquence directe de Septembre Noir, comme je le disais, puisque, au fond, un régime arabe qui s'appelle la Jordanie a décidé de se séparer violemment des activistes et des fédayines de l'OLP pour les envoyer ailleurs. Et évidemment, ils ont été envoyés dans le pays peut-être le plus faible de la région, qui était le Liban. Et donc, l'état-major de l'OLP va rester sur le sol libanais jusqu'à son évacuation par les Français en 1983, suite à l'invasion en 83, jusqu'à l'évacuation par les Français suite à l'invasion du Liban par Israël. Et ils vont s'installer pour quelques années à Tunis, suite à l'opération donc Paix en Galilée. Alors ça, c'est la conséquence directe. La cause directe, première. La conséquence directe, une des conséquences directes de cette guerre des 2 ans, c'est que, on continue d'embrayer sur l'histoire antérieure, c'est que l'Égypte n'intervient pas. L'Égypte n'intervient pas et elle va poursuivre durant cette deuxième moitié des années 70 la politique qu'elle avait engagée à partir de 1973. Il s'agissait pour le président égyptien de démontrer à son peuple qu'il ne restait pas sur l'humiliation de 67, qu'il se vengeait, mais il était clair pour lui que, comme pour les Jordaniens, il s'agissait de sortir du guêpier de l'histoire du conflit israélo-arabe. Et donc la sortie du conflit israélo-arabe, elle est avérée par la visite de Sadat à Jérusalem en novembre 1977, puis par les accords de Camp David en 1978. C'est-à-dire que 2 pays frontaliers d'Israël sortent, en ce début de guerre du Liban,
du conflit, et c'est ainsi que les Israéliens donc se retrouvent de plus en plus confrontés à l'ennemi direct qui va devenir le leur, c'est-à-dire l'OLP et les Palestiniens. Les conséquences de ce début de guerre du Liban, c'est aussi bien sûr l'entrée sur la scène libanaise des deux grandes puissances qui encadrent le pays, Israël au sud, qui commence à s'introduire ou à envahir le Liban à partir de 1978, puis la Syrie, elle aussi, qui bien sûr intervient dès le début de cette guerre, et le Liban devient donc l'otage progressif de ses deux voisins, dont je vais parler maintenant. Alors, une première invasion israélienne en 1978 qui sera suivie d'une seconde en 1982 et qui aboutira donc à l'expulsion de l'état-major de l'OLP. C'est l'opération Paix en Galilée qui s'est déroulée entre juin et septembre 1982 et qui a fait à peu près 3000 morts, avec l'épisode resté très célèbre des camps de Sabra et Shatila, qui n'a pas été du tout un épisode unique de cette guerre. Alors je dirais que là, on reste encore dans quelque chose d'assez classique. Jusqu'en ce début des années 80, on peut dire qu'on est encore dans un conflit qui appartient d'une certaine manière, qui appartient même directement à la guerre froide. La France, les États-Unis sont présents, les États-Unis sont derrière Israël, et l'URSS est derrière, ou couvre en tout cas le régime de Damas. Donc c'est quelque chose encore qui est tout à fait classique. Une petite précision, en 1983, les grands attentats de Beyrouth, notamment contre le Drakkar, vont accélérer l'évacuation ou la sortie de la scène des Français et des Américains. Bon. Deuxième point, ce conflit aboutit donc à une forme d'équilibre des forces entre les deux camps en présence, et notamment entre leurs deux pions principaux, que sont les deux acteurs principaux, que sont la Syrie, de la famille Assad, pour l'instant c'est le père, et Israël. Et en fait, les deux pays, progressivement, après s'être un petit peu cherchés en quelque sorte, vont établir une sorte de condominium très discret, mais qui les arrange tous les deux, sur le Liban. Alors bien sûr, il faudrait revenir sur des attentats, oui, et des événements tout à fait majeurs, comme l'assassinat de Kamel Jumblat en 1977, ou bien l'assassinat du président Gemayel en 1983. Mais au-delà de cette chronique politique et de la violence au Liban, on constate que Israël est définitivement, ou durablement en tout cas, installé dans le sud, a trouvé des alliés, notamment l'armée du Liban Sud et un certain nombre de groupes dans la population, notamment les Druzes à certains égards. Grâce à la présence de Druzes en Israël, il y a une certaine porosité dans ces relations. Et au fond, Israël assure à sa manière la protection, ou plus exactement la soumission du sud libanais, tandis que la Syrie maintient l'ordre dans le nord et sur un certain nombre de composantes. Au fond, le conflit arabo-israélien donc se meurt dans cette sorte de pacte, qui n'a jamais été un pacte signé évidemment, dans cette sorte d'équilibre de la puissance qui s'opère sur le sol libanais. Il n'y a plus jamais eu de front ouvert entre les deux armées israéliennes et syriennes depuis 1967. Et donc, au fond, la politique du Baas, officiellement, notamment du Baas syrien, c'est de maintenir la résistance arabe, c'est de rester le pays du front, alors que la Jordanie et l'Égypte sont sortis du jeu, c'est de rester le pays de la résistance et du soutien au mouvement de résistance palestinien. Mais dans la réalité, ce qui prend le pas sur ce positionnement idéologique et politique, tout à fait conforme à la guerre froide, ce qui prend le pas en réalité, c'est la tentative discrète et de moins en moins discrète de réunification de la Grande Syrie au sein, ou plus exactement, sous le bras ou sous l'aile du Baas et des Assad. Israël
dans ce contexte-là, a les coups des franches pour mener la guerre contre son ennemi devenu principal, non plus les pays arabes en général, mais l'OLP en particulier. C'est ainsi que l'opération Paix en Galilée lui permet de se débarrasser des chefs du mouvement révolutionnaire, d'autant plus qu'Israël, comme je le disais, a trouvé des alliés au Liban et s'est immiscé d'une certaine manière dans la politique intérieure libanaise. Et au fond, le Liban devient une scène dans laquelle ces deux acteurs très importants à l'échelle régionale vont pouvoir procéder, si vous permettez l'expression, à leurs petites affaires et vont trouver finalement une sorte de modus vivendi. Alors, là où ce conflit, donc enterrement en quelque sorte de la guerre froide au Moyen-Orient, dans cette guerre, enterrement du conflit israélo-arabe et émergence maintenant, troisième point, sur fond de révolution islamique qui a éclaté en Iran en 1979 et de guerre irako-iranienne qui s'est déroulée durant les années 80, on a l'émergence du nouveau phénomène qui apparaît et qui va s'imposer progressivement d'abord dans la guerre libanaise, puis au Moyen-Orient, c'est la confessionnalisation des acteurs et des conflits. Alors, je le disais au départ, la guerre du Liban, et notamment la guerre des 2 ans, apparaissait comme une guerre entre des acteurs politiques relevant de la guerre froide. Mais, à y regarder de près, progressivement, on va assister à, notamment de la part du PSP, pris en main de plus en plus par les Druzes, à une confessionnalisation qui va aboutir... Alors, est-ce que c'est une politique confessionnelle, est-ce que c'est une politique identitaire ou communautaire? On peut en discuter, mais on va assister à travers un certain nombre d'événements, et notamment par la guerre de la montagne, qui s'opère entre juin 82 et décembre 83, immédiatement après l'invasion israélienne du Liban, puis les Israéliens se retirent, et là on a cet événement politique de la guerre de la montagne. Et cette guerre de la montagne, elle débouche sur le nettoyage ethnique, en quelque sorte, de la montagne libanaise par les Druzes qui éjectent les chrétiens de cette montagne, qui récupèrent en quelque sorte le chouf. Et là on a le solde d'un très vieux conflit, puisque, en quelque sorte, la famille Jumblat règle les comptes des massacres de Damas de 1860, et cette expulsion, elle n'est pas seulement physique, d'ailleurs il y aura un retour des chrétiens par la suite, après les accords de Taïf, etc., partiel, mais c'est surtout une expulsion symbolique qui permet de sortir de l'histoire du XIXe siècle, qui permet de sortir de l'histoire coloniale, qui a été vécue comme une injustice par les Druzes notamment, qui considèrent que c'est leur pays, que la montagne libanaise, ce sont les Druzes et les chrétiens, mais qu'ils sont un peu au-dessus quand même, et puis ça permet de solder les comptes aussi de la première République libanaise qui est sortie de la colonisation et qui, au fond, avait maintenu le statu quo colonial. Alors, ça, c'est le premier aspect de cette confessionnalisation. Le deuxième aspect de cette confessionnalisation, c'est la naissance des organisations de résistance islamique chiite au Liban, avec l'arrière-fond, encore une fois, de la révolution islamique d'Iran et de la résistance à Israël. Alors, le mouvement Amal, né en 1976 à l'initiative d'un mollah chiite, Moussa Sadr, il va affirmer la force, l'identité chiite dans un pays où elle n'avait jamais vraiment été mise à l'honneur. L'identité chiite au Liban, ça avait toujours été périphérique, à la fois symboliquement, religieusement et physiquement, mais désormais, avec le soutien de la Syrie et de Hafez el-Assad en particulier, Amal devient une force armée dans la guerre libanaise et notamment va se retourner contre les Palestiniens et notamment contre l'OLP à partir de 1978. Et donc là, on a de plus en plus les Palestiniens sont poussés vers la sortie, y compris du Liban. Vous me direz, la Syrie n'était pas très loin. Et puis, nouvelle étape, après la révolution iranienne, le Hezbollah, né en juin 82, s'affirme en 1985 et devient le ferment, le bras armé le plus puissant de la résistance islamique
C'est un parti clairement confessionnel, djihadiste, révolutionnaire, en lien avec la révolution iranienne, qui le soutient, qui le finance, qui le co-organise. Au fond, le Hezbollah, donc, avec lequel va se rapprocher Amal à partir de 1990, si ma mémoire est bonne, va être enfin, tu diras si je me trompe ou pas, mais va devenir le bras armé de la résistance à la fois arabe et islamique sur place, aux frontières nord d'Israël, et va mener une vie très dure à Israël, notamment à travers un certain nombre de conflits que je ne vais pas énumérer ici, mais que vous avez certainement en mémoire, des conflits qui se sont déroulés à la frontière et jusqu'à ce qu'Israël accepte de quitter le territoire libanais en 2005. Donc, au fond, on a assisté à travers un certain nombre d'étapes à une confessionnalisation d'un conflit civil, dont on voit qu'il y a d'ailleurs beaucoup d'intervenants extérieurs dans ce conflit civil, la confessionnalisation d'une guerre froide au départ. Les partis, la gauche arabe, de plus en plus, a pris les atours d'organisations de résistance islamique, et les grandes puissances de la guerre froide sont sorties progressivement des pieds de ce conflit. La France, les États-Unis se sont éloignés à partir de 1983. L'URSS, de toute manière, disparaît de sa belle mort à la fin de la guerre du Liban. Et qui est-ce qui impose la paix à la fin au Liban? Qui est-ce qui préside les accords de Taïf? C'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite d'un côté, l'Iran de l'autre, le Baas de plus en plus pris en main par les Alaouites de Damas. On a vraiment, en 15 ans, une mutation presque génétique de la guerre au Moyen-Orient qui s'est opérée sous nos yeux. Alors, deuxième étape dans ce marathon, les deux guerres d'Afghanistan. Rassurez-vous, je ne vais pas du tout m'étendre comme je l'ai fait sur celle-là, mais c'est pour essayer rapidement de voir la suite. Donc, les deux guerres d'Afghanistan et les deux guerres d'Irak, ou comment l'hyperpuissance américaine nourrit ou a nourri le djihad mondial. Revenons sur l'alliance entre les Américains et les Wahhabites, telle qu'elle a été scellée, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le fameux pacte de Quincy, très bien, telle qu'elle a été scellée durant toute la guerre froide et jusqu'au fameux attentat de New York en 2001. Alors, on ne va pas revenir sur la guerre froide à proprement parler, mais on va remonter quand même à la fameuse guerre d'Afghanistan menée par les Soviétiques. Les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan en 1979 et ils se sont retrouvés... donc là, c'est clairement un conflit de guerre froide aussi, enfin typiquement un conflit de guerre froide, la descente vers le sud de la puissance soviétique, qui met le pied dans un pays musulman en montant un pseudo-coup d'État, etc. Tout ça est très connu. Et ils vont se retrouver confrontés à une guerre de résistance qui va devenir un djihad, qui va devenir même l'épicentre du djihad mondial, du nouveau djihad, tel qu'il va être monté par un certain nombre de groupes, alors par les services de renseignement pakistanais certainement, par la CIA qui va épauler l'affaire, par les Saoudiens, et les Saoudiens ont un certain nombre de... D'abord, ils vont mettre beaucoup de moyens économiques pour faire tourner ça, et puis ils vont recruter des hommes, des combattants dans le monde arabe, plusieurs dizaines de milliers, entre 25 et 30 000, je crois savoir, qui vont appuyer donc la résistance afghane. Et ce djihad, c'est à la fois une guerre de guerre froide, c'est une guerre confessionnelle aussi, et à l'époque de la guerre froide, au fond, ça ne gêne personne. On a souvent dit que les Américains, la CIA, avaient fabriqué Ben Laden, etc., mais au fond, face à l'ennemi principal qui était l'Union soviétique, tout était permis et chacun y trouvait son compte. Alors ce djihad afghan se déroule pendant des années, jusqu'en 1989, donc jusqu'à la chute du mur de Berlin et la décision de Gorbatchev de sortir d'Afghanistan, et c'est une victoire. C'est une victoire partagée par les Américains et les Occidentaux en général, et par les Saoudiens et leurs alliés, et notamment ces fameux djihadistes arabes
qu'ils ont créé. Et là, on peut dire qu'a été forgée, dans l'adversité la plus extrême face à l'armée soviétique, une élite militaire djihadiste de haut niveau, extrêmement aguerrie, dont les membres appartenaient à tous les pays de la région, jusqu'à l'Algérie, bien sûr. J'y reviendrai à l'instant. Alors, en gros, il y a quelques années, un peu d'intermède entre 1989 et 1992, mais on peut dire d'une certaine manière, en tout cas pour les idéologues du djihad, que l'affaire va rebondir avec la guerre de Yougoslavie, la guerre des Balkans, qui va devenir, évidemment à une échelle très inférieure, mais néanmoins, elle va devenir un front secondaire, un petit front du djihad. Ça a été la guerre de Bosnie entre 92 et 95, puis la guerre du Kosovo entre 98 et 99. Et là aussi, ce sont des victoires partagées par les Américains avec un certain nombre de combattants djihadistes et le soutien de l'Arabie saoudite. Le troisième conflit du djihad à cette époque, c'est la guerre d'Algérie, la guerre civile algérienne, ce que les Algériens appellent la décennie noire, entre 1992 et 2001. Il ne faut jamais oublier que cette guerre, elle doit évidemment son existence à... alors on sort du Moyen-Orient, j'en suis tout à fait conscient, d'ailleurs je ne m'en échappe pas très longtemps, mais c'est important quand même de le mentionner parce que cette guerre, d'une part, elle a été animée au départ par 400 djihadistes revenus d'Afghanistan, les fameux Afghans qui faisaient beaucoup rire les Algériens au départ parce qu'ils avaient des grandes barbes et ils étaient habillés d'une manière bizarre, mais ils ont été le fer de lance militaire de l'insurrection et de la résistance à l'armée algérienne à partir de janvier 1992. Il ne faut pas oublier à cette époque que les États-Unis, jusqu'au milieu des années 90 et peut-être jusqu'en 95-96, soutenaient, ou enfin pensaient à tout le moins, que le FIS, le Front islamique du salut et ses démembrements allaient gagner cette guerre et allaient mettre par terre le régime algérien. Et au fond, on sait très bien qu'à partir de 95-96, le régime algérien soutenu par la France a gagné cette guerre d'une manière extrêmement brutale, mais là, clairement, il y a une divergence entre la politique française et la politique américaine. Cette guerre d'Algérie, du point de vue du djihad, si tant est qu'il y a un point de vue, a été perdue. C'est un coup d'arrêt, alors qu'avant, il y avait eu ces deux victoires, donc d'une certaine manière, de Bosnie, avec l'indépendance du Kosovo ensuite, et la victoire d'Afghanistan. Cette guerre algérienne, pourtant, elle est très importante, parce que c'était la première guerre civile, et surtout la première guerre, le premier djihad interne au monde arabe. C'est pour ça que c'était c'est pas du tout comme l'Afghanistan, qui est quand même relativement périphérique. Alors vous me direz, l'Algérie, elle est périphérique aussi par rapport au Moyen-Orient, mais elle est quand même à l'intérieur du monde arabe, surtout dans l'idéologie salafiste ou djihadiste. Bien. Deuxième point, on est toujours au début des années 90. C'est là qu'a éclaté, vous le savez, dans l'intermède dont je parlais, avant que démarre la guerre civile en Algérie, c'est là qu'a éclaté la première guerre du Golfe. La première guerre du Golfe se déroule en 90-91, et cette première guerre du Golfe, elle est là aussi un facteur de mutation intéressant dans notre conflit moyen-oriental, et on peut dire que c'est vraiment le premier pas dans la fracturation du Proche-Orient dessiné par les accords Sykes-Picot de la Première Guerre mondiale. Ça va être vraiment un élément de déstabilisation de cet ordre régional à travers la fragmentation de l'Irak, puisque c'est là que l'Irak est durablement, et j'allais dire définitivement, mais comme rien ne l'est en histoire, il faut se méfier, c'est là que l'Irak va être ébranlé ou fracturé. Alors cette opération irakienne, elle repose, on va pas revenir sur, ça n'a pas un grand intérêt, sur les origines de cette guerre. C'est la volonté donc de Saddam Hussein qui décide d'envahir le Koweït pour se rembourser de sa guerre contre l'Iran. Il envahit le Koweït et il se retrouve immédiatement confronté à une coalition internationale très puissante qui rassemble tout le monde, les Russes,
ils sont encore soviétiques, ils sont en train de ne plus l'être, mais ils sont encore soviétiques, ont soutenu l'intervention américaine, les Occidentaux, la plupart des pays arabes, etc. Et que fait Saddam Hussein dans un discours qu'il lance à la cantonée internationale? Il confessionnalise. Alors, je me rappelle des discours d'un certain nombre d'hommes politiques français qui disaient qui parlaient de la laïcité du Ba'ath, etc., qui bien sûr a eu un aspect historique incontestable, mais à l'été 90, Saddam Hussein relisait ses discours, confessionnalise son offensive, fait appel aux combattants de la Oumma et de l'islam pour venir à son secours. Et c'est ainsi qu'il obtient malgré tout un certain succès d'un certain nombre de mouvements, et notamment les frères musulmans, qui vont basculer de son côté au cours de cet été 90, mais aussi l'OLP, pour des raisons très diverses, qui, au titre de l'anti-impérialisme, va soutenir sa lutte. Alors évidemment, ça a des répercussions immédiates, notamment du côté de l'Arabie saoudite. Alors là, on a un changement d'alliance intéressant, parce que Saddam Hussein, en attaquant le Koweït, c'est évidemment a coupé totalement ses liens avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite se retourne contre cette menace potentielle venue du Nord. L'Irak avait été un bouclier pour l'Arabie saoudite face à la révolution islamique. À partir du moment où l'Irak se retourne contre la petite puissance du Koweït, il devient de facto le nouvel ennemi de l'Arabie saoudite. Comme l'OLP et les frères musulmans notamment, qui étaient largement subventionnés l'un et l'autre par l'Arabie saoudite, font le choix de Saddam Hussein, l'Arabie saoudite les chasse, les répudie, des centaines de milliers de Palestiniens sont chassés, et les frères musulmans, au niveau local ou mondial, voient leur robinet à subvention coupé. Bien. Et ça, c'est une décision qui, à ma connaissance, n'a pas été révoquée jusqu'à nos jours. Alors, donc, vous voyez que cette mutation à travers les alliances, elle est assez intéressante. La guerre s'opère, alors la guerre internationale menée par la coalition dirigée par les États-Unis s'opère au printemps 1991. Les Irakiens sont chassés du Koweït, c'est la fameuse guerre du Golfe, très bien. Mais il semblerait que François Mitterrand n'ait pas voulu et soumis la participation de la France au fait de ne pas renverser Saddam Hussein, et donc finalement la coalition reste en marge de l'Irak, mais incite un certain nombre de groupes, et notamment les minorités confessionnelles ou ethniques, à se soulever. Et c'est ainsi qu'on assiste au cours de l'été ou de l'année 1991 au soulèvement des Kurdes, puis au soulèvement des chiites. Le soulèvement des Kurdes va donner lieu à une opération internationale de protection, la fameuse opération Provide Comfort en 1992, qui va contribuer à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qui va, à partir de la création d'une zone de protection du Kurdistan irakien, on a potentiellement le démantèlement de l'Irak, et ce démantèlement est dédoublé avec la protection des zones chiites au sud. Alors, il faut dire que désormais, l'Irak donc est extrêmement fragilisé. L'Irak se repose sur le parti Ba'ath. Le parti Ba'ath se repose sur une base politique et ethnique de plus en plus étroite, une base religieuse qui est celle des sunnites, et la base familiale qui est celle du clan des Takriti, donc de la ville de Takrit. Et donc on a une régression de ce grand parti. Il ne faut pas oublier que le Ba'ath, dans les années, quand il a été créé, dans les années 50, 60, quand il a pris le pouvoir, c'était un parti nationaliste, arabe, révolutionnaire, un parti socialiste qui avait une vision du nationalisme arabe rival du nasserisme. Et ce Ba'ath-là est mort. Ce Ba'ath-là, dès 1991, a disparu. C'est un astre mort. C'est désormais une coquille sécuritaire autour des mukhabarat dirigés par les membres de la famille de Saddam Hussein, à la tête de l'Irak sunnite, qui dirige Bagdad et un certain nombre de régions au centre de l'Irak. Donc,
l'Irak, à partir de là, est devenu virtuellement à éclater. D'ores et déjà, l'Irak a éclaté. Et donc, les accords Sykes-Picot, qui avaient dominé le Moyen-Orient, sont extrêmement fragilisés. Les États-nations post-ottomans, qui avaient été créés au lendemain de la Première Guerre mondiale, non seulement l'Irak est très mal en point, mais la Syrie, elle, ne doit sa survie que grâce à la congélation artificielle que maintient la famille Assad, qui traverse la fin de la guerre froide, qui traverse les années 90 et qui entre au XXIe siècle après un changement de génération en 2000. Mais là aussi, et on l'a découvert à l'occasion de la dernière guerre, cette construction politique qu'a été le Baas syrien est de plus en plus étroite et de plus en plus calée sur les services de renseignement, là aussi qui sont, j'allais dire privatisés, mais peut-être familialisés, non seulement au sein d'un groupe minoritaire, qui est le groupe alawite, mais au sein d'un certain nombre de familles à l'intérieur de ce groupe alawite. Enfin, on arrive à nos jours, la troisième guerre du Golfe, donc celle des années 2000, la troisième guerre du Golfe, a fait du Moyen-Orient le nouveau champ de guerre du djihad. Alors jusque-là, le djihad, on voit, il avait tourné, il était parti d'Afghanistan, il était un petit peu passé par la Bosnie, voire par la Tchétchénie, il avait échoué en Algérie, et il revient, en effet boomerang, au Moyen-Orient, à partir de 2003-2004 surtout. Alors, comment s'est opéré ce tournoiement, en quelque sorte ? Ce qui a fait basculer l'histoire, c'est, bien sûr, c'est très banal de le dire, les attentats du 11 septembre 2001, qui ont entraîné la surréaction des États-Unis. Les États-Unis, alors, ils n'ont pas non plus cassé définitivement leurs alliances de la guerre froide, puisqu'ils sont restés alliés à l'Arabie saoudite. Toutefois, ils ont coupé avec les djihadistes qu'ils avaient soutenus, qu'ils avaient aidés depuis la guerre d'Afghanistan. Là, évidemment, la rupture est nette avec Al-Qaïda, qui devient l'ennemi mondial numéro 1. Et c'est ainsi que c'est au nom de cette lutte contre Al-Qaïda, ce qu'ils ont appelé la guerre contre la terreur ou la guerre contre le terrorisme, que les États-Unis donc vont se lancer d'abord dans la guerre d'Afghanistan, donc deuxième guerre d'Afghanistan, lancée entre 2001 et 2014, alors avec une chasse dont on se rappelle peut-être contre un certain nombre, le Mollah Omar et un certain nombre de personnages, et notamment Ben Laden, qui vont être poursuivis dans un certain nombre de zones de montagne, avec grand effort de mise en scène télévisuelle ou filmique. Mais il n'empêche que ce djihad contre lequel ils vont se battre, il va s'enquister dans un certain nombre de régions, les fameuses zones tribales à la frontière du Pakistan. Bon, ok. Deuxième réponse, la guerre d'Irak. Alors Saddam Hussein se retrouve dans l'œil du cyclone sans vraiment avoir compris pourquoi, je pense. Et c'est ainsi que la deuxième guerre d'Irak se déclenche donc en 2003. Et alors, dans un premier temps, les Américains sont extrêmement optimistes puisque la chute de Bagdad le 9 avril 2003 laisse penser que le sort de l'Irak bassiste est réglé. Mais voilà, les enfants du djihad afghan sont toujours là, et parmi eux, un certain Ahmed Fadel Nazel. Bon, il ne faut pas trop personnaliser l'histoire parce qu'il est une personnalité parmi d'autres, mais il est manifestement très charismatique et très actif. Le fameux El Zarqawi, jordanien né à Zarqa en 1966, et qui est un ancien du djihad afghan, qui a une existence très intéressante entre la fin du djihad afghan et le début de la guerre qu'il va animer à partir de 2003 contre les États-Unis. Ce chef de guerre va devenir le principal combattant, enfin en tout cas la principale figure du djihad, qui désormais se retourne contre les États-Unis. Contre les États-Unis qui sont présents en Irak, contre le système mondial onusien bien sûr, puisque symboliquement, le premier acte de guerre qui se déroule
à l'initiative de Al-Zarqawi, c'est le 19 août 2003, l'attentat contre l'immeuble abritant le personnel de l'ONU à Bagdad, qui est le premier acte de guerre. Et en même temps, parce qu'il ne faut pas perdre de temps, on déclarait aussi, les djihadistes décrètent la guerre contre les chiites, puisque très rapidement après, le 29 août, donc 10 jours après, 29 août 2003, l'attentat contre la mosquée d'Ali à Najaf, la ville sainte, fait 85 morts. Et c'est ainsi que Américains et chiites, tout à fait à leur corps défendant, notamment en Irak, sont poussés, j'allais dire, dans les bras l'un de l'autre. Ce djihad irakien va devenir l'actualité politique, militaire du Moyen-Orient des années 2000, de la première décennie des années 2000. Zarqawi meurt le 7 juin 2006, mais le combat est repris à charge par ses compagnons. Al-Qaïda en Irak naît juste après sa mort, en fédérant un certain nombre de groupes djihadistes et de moudjahidines. La naissance d'Al-Qaïda en Irak, c'est le 13 octobre 2006, qui proclame l'État islamique d'Irak. Ben Laden meurt quelques années plus tard, en mai 2011, l'année où cette guerre apparemment se termine, puisque les États-Unis enlèvent leurs troupes et laissent l'armée irakienne se débrouiller. Mais ce qui est certain, c'est qu'en dépit des apparences, du retour à l'ordre, du retour à la normale en 2011, on voit que le djihad a pris durablement pied au Moyen-Orient. L'Algérie a été un échec, elle n'a pas été le tombeau du djihad, puisque celui-ci a ressuscité en 2003, à partir de 2003, en Irak. Et on voit que jusqu'à nos jours, il est extrêmement vivace. Je termine. Troisième partie, les printemps arabes accélèrent la décomposition régionale. Alors ça, je vais parler des 5 dernières années, depuis 2011. Printemps arabe ont accéléré la décomposition régionale, dont on voit qu'elle était déjà, à certains égards, fortement avancée. Ce qui s'est passé en 2011, sans revenir sur l'historique de manière trop intense, c'est le fait que, bon, on peut analyser les printemps arabes de 1000 manières, on peut dire les hivers arabes, si vous préférez, peu importe. Ce qui est certain, c'est que les monarchies arabes, à cette occasion, ont tenté d'en finir une fois pour toutes avec le vieux nationalisme arabe et ses républiques militaires. Quand on reprend les événements, quand on regarde quels sont les régimes qui sont tombés, quels sont les régimes qui ont été euphoriques et à la manœuvre, qui est-ce qui a transféré des armes, des billets et des commentaires par Internet ou par la télévision, on voit bien clairement qu'il y a eu, ça n'enlève rien d'ailleurs à la valeur, aux convictions, etc., des peuples, et notamment du peuple tunisien, du peuple égyptien, etc., qui avaient de très très bonnes raisons d'en vouloir de manière active et presque désespérée à leur régime, mais en tout cas, un certain nombre de ficelles ont été tirées. L'Arabie Saoudite notamment et le Qatar ont joué un rôle tout à fait important. Alors le Qatar notamment à travers sa chaîne Al Jazeera, qui a permis, grâce, quand on a installé des caméras posées sur la place Tahrir au Caire, etc., on a filmé en direct la révolution, et c'est même un scénario complètement incroyable, enfin, sans précédent. Jamais on avait comme ça, en direct, filmé une révolution pendant des jours et des jours. Et donc ça montre bien que les Qataris, bien sûr, n'étaient pas cette fois-ci dans le camp des conservateurs ou de ceux qui voulaient éviter la révolution. Au contraire, Ben Ali, Moubarak, n'oubliez pas que le président égyptien était l'ennemi numéro 1 des frères musulmans, j'allais dire depuis toujours, et Kadhafi l'ont payé ont payé cette activité, à la fois leur tribut au peuple en révolution, mais aussi à cet activisme des monarchies qui ont essayé d'en finir une fois pour toutes avec les séquelles ou les reliquats du nationalisme arabe. Le Qatar a soutenu activement les frères musulmans par tout un tas de billets, notamment financiers, par la télévision, on l'a dit. Les
frères musulmans ont gagné les élections égyptiennes, à la loyale, ils les ont gagnées. C'est pas très étonnant, ils constituaient la principale opposition dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale, et notamment depuis le coup d'État de Nasser, des officiers libres. Ils ont gagné les élections à la loyale en Tunisie, en Égypte de manière relative, en Égypte de manière absolue. Ils ne les ont pas gagnés en Libye, mais ils ont provoqué de nouvelles élections, puis ils ne les ont pas gagnés à nouveau, et du coup il y a eu un soulèvement, et ils se sont emparés quand même d'une partie du pays, notamment de la capitale. Les Saoudiens, qui depuis la guerre du Golfe n'aimaient pas les frères musulmans et leur voulaient, se sont bien gardés de les aider. En revanche, ils ont joué la carte, eux, des salafistes. Ils ont aidé à la création de partis salafistes, et cela s'est vu notamment en Égypte, où en quelques semaines, ils ont réussi à monter sur pied une organisation politique qui a remporté presque le quart des voix aux élections législatives égyptiennes du début de l'année 2012. On peut dire, ou de leur... c'est pas le bon mot, mais peu importe, vous avez compris. Quel est le front du refus? Qu'est-ce qui reste? Il reste l'Algérie et le régime de Damas. Et on se rappelle qu'à la Ligue arabe, au début de la révolution iranienne, le seul pays qui défendait le régime de Damas, c'était l'Algérie. Parce que l'Algérie, elle avait conscience, ou en tout cas elle avait la pensée, selon laquelle elle était le pays, le dernier môle du nationalisme arabe des années 60, le dernier môle capable de maintenir ce flambeau politique et historique qui est constitutif de l'existence du régime algérien. Et c'est ainsi que le régime de Damas a toujours été soutenu dès le départ par l'Algérie, mais aussi par les opinions au Maghreb, ça c'est une autre affaire. Deuxième point, on rentre très vite dans la guerre en Syrie, bien sûr. La guerre de Syrie, qui va être la continuité directe, malheureuse, de la révolution avortée, la révolution pacifique au début, du peuple iranien et de ses mouvements politiques, devenue une tragédie militaire. Tous les acteurs régionaux ont investi, ont envoyé des armes, ont tout fait pour avoir des partisans, pour être des acteurs de cette guerre. C'est vraiment l'œil du cyclone de la guerre au Moyen-Orient qui tournait depuis des décennies et qui va s'incruster, qui va plomber le destin de ce pauvre peuple et de ce pauvre pays. La guerre en Syrie devient le foyer de tous les affrontements au Moyen-Orient, sur fond de confessionnalisation accélérée, même si ce n'est jamais le seul élément à prendre en compte au Moyen-Orient. Alors on y retrouve les Saoudiens contre les Iraniens et les chiites en général. On peut même dire d'une certaine manière que ce qui se passe actuellement au Yémen avec les Houthis, c'est un front secondaire de la guerre de Syrie et de la guerre principale peut-être, qui est celle menée entre les Saoudiens et les Iraniens, et qui n'a jamais cessé depuis les années 80. Puisque les années 80, la guerre entre l'Irak et l'Iran, c'était déjà ça. C'est la guerre pour l'hégémonie religieuse au Moyen-Orient et pour être le plus fervent soutien de l'islam révolutionnaire, obédience chiite ou obédience sunnite. On y retrouve les salafistes contre les minorités non arabes, les minorités religieuses ou ethniques, les chrétiens, les yazidis, les kurdes. On y retrouve le conflit entre les Turcs et les Kurdes, qui a trouvé là un nouveau terrain d'expansion. Il y avait déjà le nord de l'Irak, maintenant il y a le nord de la Syrie. Et vous avez vu l'actualité d'hier, ça n'est pas près de s'achever. On y retrouve une guerre entre les minorités d'Irak contre les sunnites, les minorités, ce qu'on a appelé les minorités politiques, même s'ils sont majoritaires, c'est-à-dire les chiites d'une part et les kurdes de l'autre, qui sont à la manœuvre. On y retrouve la guerre de l'État islamique contre tous. L'État islamique, vous vous rappelez, qui est né de l'héritage politique de al-Zarqawi, et puis qui s'est agrandi avec sa filiale syrienne, désormais, qui est devenue l'État islamique au Levant et en Irak. Et lui qui combat contre tout le monde, et qui a proclamé, le 29 juin 2014, le califat sur le territoire qu'il contrôle. Belle revanche après la disparition officielle du califat dans les années 20.
On y retrouve étrangement aussi des alliances de guerre froide qui rejouent pour ou contre Bachar, les Russes avec lui, et les Américains contre lui, les Français aussi. Et du côté de Bachar, non seulement il y a les Russes, mais il y a les Iraniens, il y a le Hezbollah. Donc là, on a d'autres alliances que celles de la guerre froide. Et puis on y retrouve évidemment l'affrontement sibyllin qui va peut-être en train de changer, mais entre Russes et Américains. C'est une guerre d'Espagne de notre temps à multiples entrées. Les conséquences ne sont pas encore avérées. On peut avoir des hypothèses, on peut faire des hypothèses. Ce qui est certain, apparemment au jour d'aujourd'hui, il semble que le croissant chiite sorte renforcé, puisque tous les alliés et les partenaires de l'Iran, y compris d'ailleurs, entre parenthèses, bien qu'elle ne soit pas iranienne, bien qu'elle ne soit pas chiite, la résistance palestinienne a bénéficié des subsides de cette puissance. Donc, il y a cette continuité de l'arc chiite via l'Irak, via la Syrie, via le Liban, et jusqu'avec ces continuations dans les territoires occupés. Incontestablement, cet axe est à la dynamique, puisqu'elle a même réussi à créer un contre-foyer d'insécurité au revers de l'Arabie Saoudite au Yémen, et il a même réussi, alors c'est très indirect bien sûr, mais à créer une peur à l'intérieur même de l'Arabie Saoudite, avec ces 10% de population chiite qui habitent le long du Golfe. La partition de la Syrie, utile, je ne sais pas si la Syrie sortira unie ou désunie, mais en tout cas elle est déjà partagée avec cette Syrie utile à l'ouest, comme l'avaient dit les colonisateurs français au début de leurs opérations les années 20. Partition entre l'Est et l'Ouest, c'est le résultat de 5 ans de guerre. Cet État kurde en gestation, il y avait déjà un Kurdistan irakien, désormais il y a un Kurdistan syrien, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore un Kurdistan, mais on voit mal qui ira chercher les armes, etc. C'est pour ça que les Turcs d'ailleurs prennent les devants en essayant d'empêcher la catastrophe à leurs yeux. Le morcellement d'Irak, cette fois-ci il est avéré, et effet inattendu, l'effet boomerang de tout cela vers l'Arabie Saoudite, qui n'est pas encore acté, mais entre les attentats, entre les chiites, entre la guerre au Yémen, entre les murailles que construisent les Saoudiens, entre l'effondrement du prix du pétrole et j'en passe, l'Arabie Saoudite est de plus en plus secouée. Et à n'en pas douter, les Saoudiens en pensent certainement quelque chose. Donc, va-t-on vers la recomposition d'un Moyen-Orient post-colonial, post-guerre froide? Quelles sont les puissances capables d'assurer l'ordre? Localement, certainement l'Iran, peut-être, l'Égypte, c'est à voir. En conclusion, que peut-on dire de ce travelling sur 40 années de guerre? Je veux dire que les Occidentaux apparaissent comme de plus en plus sortis du jeu, de plus en plus en second rang, derrière certaines puissances régionales, notamment l'Iran, peut-être Israël, peut-être l'Égypte. Deuxième axe, la balkanisation du Levant. On peut dire d'une certaine manière, il était déjà balkanisé, il l'est plus encore puisque les États-nations sont en phase de décomposition. Et de surcroît, décomposition, non pas vers des États-nations, mais vers des États communautaires. Peut-être demain, Israël et les Palestiniens s'ils se séparent, ça ne regarde pas, c'est mon voisin qui s'en occupe. Le Liban, la Syrie des minorités, peut-être la Syrie de l'Ouest va devenir la Syrie des minorités et la Syrie de l'Est devenir la Syrie sunnite ou à majorité sunnite. Le Kurdistan d'Iran, d'Irak, le Kurdistan pardon, de Syrie et d'Irak réunifié, peut-être, là aussi, c'est pas confessionnel, c'est communautaire néanmoins. Bon, troisième axe, la sortie du nationalisme arabe et de son extension religieuse qu'a été le wahhabo-salafisme. Alors il reste très puissant aujourd'hui, n'en doutons pas. Néanmoins, son sort est lié, je pense, au destin de l'Arabie Saoudite.
Et il n'est pas exclu d'ailleurs que ce après-nationalisme arabe, sa version confessionnelle et salafiste, soit à son tour expulsé de Méditerranée, auquel cas il y aurait un déport vers l'Est et vers l'Asie centrale. C'est une hypothèse. Quatrième et dernière hypothèse ou axe, la naissance, l'avènement de nouveaux acteurs, puisqu'il y a des acteurs qui régressent, il y a des nouveaux acteurs qui apparaissent, peut-être une revanche des ennemis de l'histoire. Il faut se méfier des historiens parce qu'ils ont toujours tendance à prêcher la cause des vaincus de l'histoire. Souvent ils se trompent. Mais néanmoins, on voit qu'il s'agisse des Russes, ou des Kurdes, ou des Chiites, ou des Égyptiens, qui ont pourtant payé le prix cher après les accords de Camp David et la paix séparée. Eh bien, ces acteurs de premier plan, ces acteurs sont redevenus des acteurs de premier plan alors que c'était des acteurs mineurs et marginalisés. Voilà un peu les effets que je vois dans, dans ce maelstrom. Encore juste un mot pour dire que cette histoire de califat, il ne faut pas oublier que la grande tragédie d'un certain nombre de groupes politico-religieux musulmans, la tragédie qu'a représentée la fin du califat en 1924-25, et que le patron des frères musulmans dans les années 20, Rachid Rida, face à l'incapacité des gouvernants musulmans à s'associer et à désigner un nouveau calife, Rachid Rida s'était rallié à la puissance des Saouds. Cette puissance des Saouds, on a vu qu'elle s'est séparée au cours du temps